parti. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, début de la dernière partie de l'année, donc qui va traiter de ce qu'on appelle l'induction. L'induction qui va être un moyen finalement d'expliquer comment on peut créer des mouvements à partir de courants et de champs magnétiques, ou comment on peut créer des champs magnétiques à partir de courants. Alors, ici, si on veut parler du phénomène d'induction, la première chose qu'il va falloir faire, c'est parler de champs magnétiques. En effet, tout se base là-dessus. Alors, avant de parler de champ magnétique, on va définir les termes un par un. On va parler de ce qu'est un champ. Alors un champ, on l'a déjà vu au cours de l'année, on le rappelle ici, c'est une grandeur physique définie en chaque point d'un espace de. Donc ça, c'est la définition la plus générale. Alors les champs peuvent être scalaires, définis uniquement par la valeur de la grandeur physique, ou vectoriels, définis en tout point par un vecteur. Donc à ce moment, on aura la valeur de la grandeur physique, à laquelle on associera une direction et un sens. Et alors ici, on peut citer comme exemple de champ scalaire, par exemple le champ de pression. Donc le champ de pression, c'est ce qui va être souvent présenté sur des cartes de météo, ici, vous voyez. Avec des zones de haute pression, des zones de basse pression, donc des dépressions ou des surpressions qu'on appellera des anticyclones en météorologie. Et donc on peut avoir des champs vectoriels. Donc là, j'ai choisi de vous montrer une image de champ de vitesse, c'est-à-dire qu'ici le fluide va s'écouler d'une certaine manière autour d'un obstacle. Et donc à ce moment-là, sur le champ de vitesse, par rapport au champ de pression, ce qui va se passer, c'est que si on se place en un point, on va connaître la vitesse d'écoulement du fluide, de la même manière qu'ici on connaîtrait la pression du fluide, mais en plus on aura une information, si on connaît vraiment le champ de vitesse, sur la direction et le sens de la vitesse, c'est-à-dire finalement sur le sens d'écoulement du fluide. Alors une chose qu'il faut savoir, ce qu'on appelle les lignes de champ sont des lignes qui vont être en tout point tangentes au champ et orthogonales à ce qu'on appelle les équipotentiels. Donc là, pour le champ de vitesse, par exemple, une ligne de champ s'obtiendrait en suivant globalement la trajectoire donnée, c'est-à-dire en raccordant entre eux les différents vecteurs vitesse. Et donc, perpendiculairement à ces lignes de champ, je vais avoir les lignes d'égale vitesse. Voilà, pour résumer un petit peu la situation. Alors, ici on va s'intéresser plus spécifiquement au champ magnétique. Alors un champ magnétique, ça va être une grandeur physique vectorielle qui s'exprime en Tesla. Donc ça c'est l'unité SI. Ça va traduire les effets d'un courant ou d'un aimant permanent sur des particules chargées en mouvement. Alors ça on va rappeler qu'on avait vu un petit peu plus tôt dans l'année la force de Lorentz magnétique qui va être QV vectoriel B. À charge et vitesse constante, la force de Lorentz magnétique augmente avec le champ magnétique. Et donc ce serait une force créée par des matériaux aimantés ou des mouvements de charge électrique. Et donc là, si la force est créée, eh bien le champ magnétique l'est aussi. Alors, les champs magnétiques vérifient un principe de superposition. C'est-à-dire que le champ magnétique B, vecteur en un point, créé en un point par plusieurs sources de champs, c'est la somme de tous les champs magnétiques créés individuellement par chacune des sources en ce point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai une source de champ magnétique S1 qui crée au point M le champ B1, une source S2 qui crée au champ M le point B2, etc. Eh bien, ce que je vais pouvoir dire, c'est que le champ B au point M, c'est la somme de tous les champs B créés par chacune des sources en ce point. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un principe de superposition. C'est-à-dire que là, chaque champ B pris individuellement, c'est le champ B créé par une source en négligeant le fait que les autres soient présentes. Alors, à partir de là, eh bien, on peut, pour différentes sources, observer ce qu'on appelle des spectres de champs magnétiques. Alors, quelle est l'idée ici? On prend un aimant, donc soit un aimant droit, ici, soit un aimant en U, ici, et on essaye d'observer le champ magnétique créé par ces aimants. Alors, l'expérience ici, ça consiste à disposer tout autour de l'aimant de la limaille de fer,
Donc le fer, on le sait, a des propriétés magnétiques. Et donc la limaille de fer va s'orienter le long des lignes de champ. Donc en tout point, on peut comme ça obtenir l'orientation des lignes de champ magnétiques, et l'ensemble des lignes de champ nous donne ce qu'on appelle le spectre magnétique. Donc on va essayer d'observer maintenant le spectre magnétique associé à différentes sources simples, représenter ceci pour pouvoir derrière travailler sur l'influence d'un champ magnétique sur un objet extérieur. Alors, un aimant droit, donc c'est le cas qu'on a observé avant, va nous donner des lignes de champ magnétique qui vont quitter un pôle pour converger vers l'autre. Vous voyez, ici, les lignes quittent une extrémité de l'élément et convergent vers l'autre extrémité de l'élément. Donc, si on doit représenter une carte de champ magnétique, ou un spectre magnétique, on va avoir toujours sur les aimants un pôle nord, un pôle sud. Et ce qu'on sait, c'est que les lignes de champ magnétique vont sortir du pôle nord de l'aimant pour rentrer dans le pôle sud. Bon, c'est pas très beau. Vous ferez sûrement beaucoup mieux sur vos polis. Donc là, on va obtenir un spectre magnétique avec les lignes de champ qui sortent du nord et qui rentrent dans le sud. Alors, ici, petit moyen mnémotechnique, nord, ça sort, tout simplement. Pour un aimant en U, vous voyez ici, aimant en U, alors là, ça va être un petit peu plus particulier. On va avoir un pôle nord d'un côté, un pôle sud de l'autre. Et donc, sortie des lignes de champ du pôle nord, entrée des lignes de champ dans le pôle sud. Donc là, ce qui est rigolo, c'est que dans ce qu'on appelle l'entrefer de l'aimant, on voit qu'il va exister une zone qui va être une zone de champ magnétique uniforme. Donc cette zone-là pourra être exploitée si on veut obtenir un champ constant dans l'espace et au cours du temps. Donc là, on a la cartographie de champ magnétique créée par un aimant en U, avec toujours la même chose, le champ magnétique qui sort du pôle nord et qui rentre dans le pôle sud. Pour ce qui est des bobines longues, alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le courant qui va s'enrouler autour du champ magnétique. Donc si l'intensité I du courant, dans le bon sens, si l'intensité I du courant dans la bobine passe comme ceci, on va suivre la règle de la main droite, le champ magnétique va sortir de ce côté-là, donc là on aura un pôle nord, et de ce côté-là on va avoir un pôle sud. Et donc les lignes de champ magnétique vont sortir du pôle nord pour rentrer dans le pôle sud. Et donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que hors de la bobine, on va avoir le même champ magnétique que sur un aimant droit. Donc on aura un spectre magnétique identique à celui d'un aimant droit. Et à l'intérieur, on aura une zone de champ magnétique uniforme. Là, on voit les lignes de champ sont simplement droites. Pour un fil électrique, là, on va avoir enroulement des lignes de champ magnétique autour du fil. Donc là, vous voyez sur la photographie, on a un fil de cuivre qui sort d'un plan sur lequel on a disposé de la limaille de fer. Et donc ici, ce qu'on constate, c'est que si l'intensité
du courant sort du plan, comme ceci, eh bien on va avoir toutes les lignes de champ magnétique qui vont s'enrouler autour du point de passage, en respectant là encore la règle de la main droite. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on a dit ici, donc on a vu que le champ magnétique pouvait être créé par des sources qui présentent forcément deux pôles, un pôle nord, un pôle sud. Alors là, on a une différence fondamentale avec le champ électrique, qui peut être créé par des monopôles. Une charge positive toute seule existe, une charge négative toute seule existe. Un électron, un proton. Exemple très simple. On crée ensuite des dipôles en associant deux charges électriques de signes, enfin de valeurs opposées. Ici, on voit qu'on a forcément au minimum un dipôle magnétique qui existe. Et ça vient du fait que le champ magnétique est un champ qui a divergence nulle. Il ne peut pas diverger depuis un point donné de l'espace, sans converger vers un autre point un petit peu plus loin. Chose qui est permise par un champ électrique. Donc tout ça, vous le verrez l'année prochaine dans le cadre de ce qui s'appelle l'électromagnétisme. Donc pour cette année, simplement, retenez les allures des spectres magnétiques. Retenez que dans l'entrefer d'un aimant en U, donc là c'est ce qu'on appelle l'entrefer, vous allez avoir un champ magnétique uniforme. Dans le cœur d'une bobine suffisamment grande, vous aurez aussi un champ magnétique uniforme. Et que en dehors d'une bobine, vous aurez la même carte de champ magnétique qu'avec un aimant droit. Et retenez que B, le champ magnétique, s'enroule autour des lignes de courant. Alors, ça, bon, c'est très descriptif, mais pour cette année, on n'ira pas plus loin, ce sera réservé à ce qu'on appelle l'électromagnétisme. Alors, au niveau des ordres de grandeur, les champs magnétiques que l'on va croiser couramment vont être entre 10-5, 10-6 Tesla, bon, champ magnétique terrestre de l'ordre de 10-5 Tesla par exemple, à une centaine de Tesla au maximum, qui va être le champ le plus fort créé par l'homme. C'est-à-dire que souvent l'électromagnétisme et les mouvements de charge liés au champ magnétique, on va les appliquer avec des champs magnétiques susceptibles d'être créés par l'homme. Et donc l'intervalle d'ordre de grandeur disponible pour les champs magnétiques, ce sera entre 10-6, donc 1 micro-Tesla on peut dire, et 10 puissance 2 Tesla. Donc les champs magnétiques les plus forts observables dans l'univers se situent au niveau de ce qu'on appelle les pulsars, donc des corps célestes un petit peu particuliers, qui vont donc créer ici des champs magnétiques de l'ordre de 10 puissance 8 Tesla. Mais là on est bien en dehors des champs magnétiques accessibles à l'être humain. Ils sont 1 million ici, 2 fois plus forts. Alors, ce qu'il faut retenir ici, donc, c'est que si vous calculez un champ magnétique et que vous trouvez une valeur à 10 puissance 8, 10 puissance 9 Tesla, vous avez sûrement un problème. Sauf si vous êtes en train d'étudier un corps céleste. Si vous trouvez 10-12, 10-15 Tesla, pareil, vous avez sûrement un problème. Sauf si vous êtes en train d'étudier des objets infiniment petits. Donc ensuite, eh bien, on va essayer de se donner quelques moyens de calculer des champs magnétiques. Alors, pour le programme de première année, en MPSI, le seul champ magnétique que vous êtes censé savoir calculer, c'est le champ magnétique créé par un solénoïde infini, parcouru par un courant I et possédant n spires par unité de longueur. Alors ici, un solénoïde infini, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être une bobine dont la longueur va être extrêmement grande devant le rayon. On va avoir un axe des Z qui oriente cette bobine, et l'intensité I qui va s'enrouler autour de Z, de OZ, de telle sorte que l'axe des Z respecte la règle de la main droite. Donc vous faites un mouvement d'enroulement avec vos 4 doigts, et votre pouce dirige un axe. Donc ici, le champ magnétique B, il vaudra une constante de la physique μ0, fois n le nombre de spires par unité de longueur, fois I l'intensité,
fois EZ, le vecteur unitaire, qui dirige l'axe OZ traversant la bobine. Alors, μ0, c'est une constante de la physique qu'on appelle perméabilité magnétique du vide. Et elle vaut 4π fois 10 puissance moins 7 Tesla mètre ampère moins 1. Alors, ici donc, il faut faire attention, cette formule n'est valable que pour un solénoïde infini, c'est-à-dire un solénoïde pour lequel on pourra négliger les effets de bord. Alors, on a vu avant sur la carte de champ magnétique que le champ magnétique était relativement uniforme au milieu de la bobine et qu'au bord, il commençait à se recourber. Donc l'idée ici, c'est d'avoir un solénoïde tellement long qu'on va pouvoir négliger l'influence des deux zones que j'ai surlignées en rouge ici. Et donc on va se permettre ici de calculer le champ magnétique créé par une bobine de 500 spires de longueur 50 cm parcouru par un courant d'intensité 0,8 A. Alors là, c'est relativement facile. B, ce sera μ0 fois le nombre de spires par unité de longueur, donc le nombre de spires n divisé par la longueur L, fois l'intensité. Ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient avec expression de toutes les grandeurs en unité SI, 1, alors j'ai droit à deux chiffres significatifs, 1,0 millitesla. Donc 10 moins 3 Tesla. Au niveau des ordres de grandeur, on sait que ce sera à peu près correct. On est dans l'ordre de grandeur 10 moins 3, 1 Tesla observé au voisinage d'aimants, c'est-à-dire que c'est les champs magnétiques générés par les sources usuelles que l'on va croiser. Alors, pour caractériser la force des champs magnétiques, on utilise une grandeur qu'on appelle moment magnétique M. Donc on sait que les sources magnétiques, de champs magnétiques, c'est les aimants permanents, les distributions de courant. Donc on va soit créer des champs magnétiques avec des aimants fixes, des matériaux qu'on va appeler ferromagnétiques, soit en faisant passer des courants dans des conducteurs, donc des fils, des bobines. Donc ici, le moment magnétique M, qui sera exprimé en ampères mètre carré, ça va être la grandeur vectorielle qui va caractériser la force d'une source magnétique. Donc, pour définir la force d'une source magnétique, de quoi est-ce qu'on aura besoin? Eh bien, on aura besoin d'une grandeur qui a la dimension d'une surface que l'on va multiplier par une intensité. Donc, première chose qu'il va falloir définir ici, c'est le vecteur surface qu'on va associer à un circuit. Et on va multiplier le vecteur surface par l'intensité du courant parcourant le circuit pour obtenir ce qu'on appelle son moment magnétique. Alors, comment on va définir le vecteur surface d'un circuit? Filiforme, on va commencer par le cas le plus simple, filiforme. Eh bien, on va prendre un vecteur de norme égale à la surface plane délimitée par le circuit, orthogonale au plan du circuit et orienté par la règle de la main droite. Donc, règle de la main droite, on fait en sorte que tous les doigts s'enroulent autour d'un axe et le pouce va définir le sens de l'axe. Comme ceci. Alors, on va commencer par une spire carrée de côté A égale 3 mm. Alors, ici, on va représenter ceci en vue un petit peu de côté pour que vous voyez bien ce qui va se passer. Et on va choisir d'orienter l'intensité I, enfin d'orienter donc le circuit, de cette manière-là. Si on oriente le circuit de cette manière-là, en utilisant la règle de la main droite, on voit que le vecteur surface, qui va partir donc du milieu de la spire, va quitter la spire, perpendiculairement à celle-ci, vers la droite. Donc ça, c'est la règle de la main droite qui le dit. Et donc, si on définit ici un axe des Z, on sait que le vecteur surface S, ça vaudra la surface du circuit sur UZ.
le vecteur unitaire selon UZ, le vecteur unitaire ici. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que la surface, ça vaut A au carré, avec A le côté de la spire. Donc là, finalement, on va obtenir que la norme du vecteur surface vaut 3 fois 3, 9, fois 10 moins 9, mètres carrés. Donc vous voyez là, il est important de connaître finalement les formules de surface pour pouvoir définir proprement. Eh bien, pour pouvoir définir proprement les vecteurs surface. Alors, si on a une spire circulaire de rayon R égale 2 cm, eh bien ici, on voit que si j'oriente le courant comme ceci, à ce moment-là, la règle de la main droite, vous voyez, j'ai toujours besoin d'une orientation pour pouvoir définir le vecteur surface proprement. La règle de la main droite m'impose un vecteur surface qui part vers la gauche. Et donc, je vais avoir S qui vaudra la valeur de la surface sur UZ, si j'ai encore une fois un axe des Z situé vers la gauche. Alors, que vaut la surface de la spire circulaire? Ici, on sait que la surface, elle vaut pi fois le rayon au carré. Donc, je vais obtenir que le vecteur surface vaudra pi fois r carré sur UZ. Et par application numérique, je vais obtenir la norme de ce vecteur surface, donc égale à la surface comptée positivement, qui vaudra pi 3/14 fois r au carré, donc 2 10 moins 2 au carré, donc 4 10 moins 4. Donc ici, je vais obtenir 1,3 fois 10 moins 3 mètres carrés. Ok, alors, une fois que j'ai défini le vecteur surface, je peux définir le moment magnétique d'un circuit filiforme plan. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien maintenant, je vais dire que le moment magnétique M, c'est le produit de l'intensité I parcourant le circuit par le vecteur surface S. Et donc c'est de cette manière-là que j'obtiens une grandeur en ampères mètre carré. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Je peux dire que l'orientation de M dépend de celle de I, donc c'est une orientation qui sera arbitraire. Et a priori, le moment magnétique va me donner une orientation du sud vers le nord. Donc par exemple, pour une bobine, vous voyez, si j'ai l'intensité I qui tourne autour de l'axe qui sort ici, eh bien le moment magnétique va bien être orienté en sortant du pôle nord et en rentrant dans le pôle sud. Alors, je vais ensuite me proposer de déterminer deux moments magnétiques, celui d'une spire carrée de côté A égale 15 mm parcouru par un courant d'intensité I égale 3 mA. Donc, en mettant I dans ce sens, j'obtiens M orienté comme le vecteur surface, donc qui respecte la règle de la main droite. Et donc je vais obtenir le moment magnétique M, qui vaudra l'intensité I fois le vecteur surface S, soit ici, bon, si je me donne un axe des Z comme ceci, I fois A au carré, UZ. Et donc l'application numérique va me donner que le moment magnétique M
ou la norme du moment magnétique, si on préfère, vaudra I fois A au carré, qui vaudra 6,8 fois 10 moins 7 ampères mètre carré. Sur le cas d'une spire circulaire, je vais obtenir ici le moment magnétique qui va vers la droite si l'intensité I s'enroule de cette manière sur la spire. Et donc je vais avoir le moment magnétique qui vaudra, alors ici je définis un axe des Z, I fois pi fois le rayon au carré, UZ. Donc l'application numérique de M en norme va me donner 2,1 fois 10 puissance moins 4 ampères mètre carré. Bon, ça fait beaucoup d'exemples, peut-être un petit peu trop. L'idée ici, c'est vraiment que vous compreniez bien comment on oriente un moment magnétique. On respecte la règle de la main droite. Alors pour un solénoïde, il y a une petite subtilité. Pour un solénoïde, en effet, on pourrait se dire qu'on a non plus une seule spire, un seul circuit filiforme, mais on a plein de circuits filiformes qui s'emboîtent les uns sur les autres. Eh bien, c'est exactement ce qu'on utilise. Au fait, on part du principe que si toutes les spires ont la même surface, et qu'elles sont toutes donc de surface S est parcourue par I, et qu'on le fait n fois, eh bien le moment magnétique global, ce sera la somme de tous les moments magnétiques individuels. Donc ici, on va multiplier par n le moment magnétique d'une seule spire. Donc finalement, le moment magnétique du solénoïde vaudra n fois I, l'intensité parcourant une spire, fois S, le vecteur surface associé à une spire. Donc là, on a deux points de vue. Soit on dit qu'on a une seule spire de vecteur surface S parcourue par le courant NI, soit on dit qu'on a une seule spire de vecteur surface NS parcourue par le courant I. Donc vous voyez à quoi est équivalent un solénoïde. Donc un solénoïde, ça va être finalement équivalent à soit une seule spire beaucoup plus grosse, soit une seule spire identique au grand N spire qu'on emboîte, parcouru par un courant beaucoup plus important. Donc vous voyez un peu l'idée, finalement le solénoïde, ça va nous permettre d'un point de vue des propriétés magnétiques de limiter les courants qui traversent les circuits, donc limiter l'effet Joule, tout simplement, voire même éviter de faire fondre les conducteurs si on part sur des valeurs d'intensité très élevées, et tout en créant finalement les mêmes champs magnétiques. Alors ici on va voir ce qui se passe si on crée une bobine de 1000 spires de rayon 2 cm, de longueur 10 cm, parcourue par une intensité de 0,5 A. Alors pour ce qui est du moment magnétique, on sait qu'on va faire n fois I fois le vecteur surface, donc la norme du moment magnétique. Eh bien, ce sera simplement le nombre de spires fois I, l'intensité parcourant une spire, fois pi fois r carré. L'application numérique ici va me donner m qui vaudra 1000 fois 4-10-4 fois pi fois I 0,5. Donc 6,3 fois 10-1 ampères mètre carré. Pour ce qui est du champ magnétique, B, je sais que c'est mu0 fois n sur L fois I sur ici UZ, si on définit UZ, un axe qui va passer par, enfin qui va être l'axe principal de la bobine
et qui va être orienté par la règle de la main droite. Donc la norme de B ici, on sait qu'elle va valoir mu0 n sur L fois I. Alors, après, ce qui va être rigolo ici, c'est que le moment magnétique vaut n fois I. Donc, ici, n fois I fois S. Donc ici, NI, je peux dire que c'est le moment magnétique sur S. Donc finalement, le champ magnétique vaudra mu0 fois le moment magnétique sur L fois la surface. En appliquant numériquement la relation précédente, j'arrive à un champ magnétique de 6,3 millitesla. Donc là, vous voyez, maintenant, j'ai un outil qui me permet de quantifier la force d'une source magnétique. Plus une source magnétique sera forte, plus elle va créer des champs magnétiques élevés, plus son moment magnétique sera élevé. Et donc on voit derrière tout ça que l'idée pour créer un champ magnétique fort, c'est soit d'avoir une forte intensité, soit d'avoir un circuit à très grande surface. Intensité fois surface. Alors, ensuite, on va essayer de voir comment on définit le moment magnétique d'un aimant permanent. Et ici, ça va être un petit peu subtil, vu qu'on utilise le moment magnétique du solénoïde de même taille que l'aimant, qui produirait le même champ magnétique que l'aimant. Donc on va se proposer de calculer le moment magnétique d'un aimant droit cylindrique de section 1 cm² de longueur 15 cm, qui génère un champ magnétique de 0,15 Tesla au voisinage de ses pôles. Alors, ici donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le champ magnétique créé par un solénoïde infini donc ce sera B qui vaudra mu0 fois n sur la longueur n sur L fois I. Ok. Et je sais que ce champ magnétique il va être identique à celui de l'aimant. Ensuite, qu'est-ce que je sais? Je sais que le moment magnétique du solénoïde de même dimension que l'aimant eh bien ce sera petit m qui vaudra n fois I fois S. S étant identique à la section de l'aimant. Grand L identique à la longueur de l'aimant. Donc ensuite, si je veux calculer le moment magnétique de l'aimant, eh bien je vais simplement remplacer n fois I que je ne connais pas par B que je connais fois L que je connais sur mu0. À ce moment-là, grâce à la première équation et à la deuxième équation, eh bien je vais obtenir que B sur mu0 fois L, donc qui vaut n fois I, fois S, me donne le moment magnétique de l'aimant. Vous voyez ici, ce qui est subtil, c'est que d'un côté j'exprime le champ magnétique créé par un solénoïde infini, de l'autre le moment magnétique du solénoïde de même dimension que l'aimant. Et en couplant ces deux définitions, je trouve le moment magnétique a priori inconnu de l'aimant. Parce que finalement, le couple n fois I n'est pas connu pour l'aimant. C'est-à-dire que l'aimant va se comporter, si on réfléchit de manière microscopique, comme un ensemble de plein de petits circuits magnétiques,
Et l'ensemble de tous ces petits circuits va donner un moment équivalent qui va être associé à grand N circuits parcourus par l'intensité I. Mais je ne connais ni grand N ni I. Donc j'ai besoin ici de me débarrasser, entre guillemets, de ce terme-là. Donc là, le moment magnétique vaudra 1,8 ampères mètre carré. Alors, ceci étant dit, donc on vient de boucler la première partie du cours sur les moments magnétiques et les champs magnétiques. Alors, la suite maintenant, ça va être de voir quelle est l'influence d'un champ magnétique sur des particules chargées. Donc là, ce que vous devez retenir ici, c'est que le champ magnétique, c'est un champ vectoriel qui va avoir une influence via la force de Lorentz sur les particules chargées en mouvement. Les champs magnétiques sont eux-mêmes créés par des courants électriques, donc des particules chargées en mouvement, ou par des aimants permanents, qui sont des assemblages de plein de petits circuits microscopiques qui vont tous, finalement, s'aligner dans la même direction et choisir le même sens. Et pour quantifier la force d'une source de champ magnétique, on utilise une grandeur appelée moment magnétique qui multiplie l'intensité parcourant la boucle de courant par la surface de cette boucle de courant. Et donc plus la surface est forte, plus le moment magnétique est fort, plus l'intensité est forte, plus le moment magnétique est fort, et donc plus le champ magnétique créé est fort. Et au niveau des ordres de grandeur, retenez que si on a affaire à des dispositifs créés par l'être humain, eh bien souvent les ordres de grandeur classiques vont aller entre 10 puissance moins 6 et 10 puissance 2 Tesla. Il me reste à vous dire de poser vos questions dans les commentaires et à vous annoncer la suite au prochain épisode.